Donc, gendarmerie, les habitants du village savaient que Ismaël était enterré chez monsieur et madame Riclin à cette époque-là. On a maquillé le meurtre de mon frère par une overdose. On le met dans une brouette, on le descend sous une bâche et on le met dans le jardin. On n'a jamais pris en considération Ismaël, tout simplement. Oui. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne YouTube Olivier Delacroix officiel. Et avant que nous entamions cet entretien, je vous invite bien évidemment à vous abonner et à nous suivre chaque samedi à 15h avec un nouvel entretien. Vous le savez, sur cette chaîne YouTube Olivier Delacroix officiel, nous traitons de disparitions et aussi de meurtres non élucidés. Et c'est avec la collaboration de Black Track que nous entreprenons de recevoir des familles qui ont vécu ces épreuves. Alors, je voulais vous expliquer ce qu'était Black Track. Black Track, c'est une application inédite dédiée aux disparitions et aux affaires non résolues en France, mais aussi à travers le monde. Elle centralise des signalements, des témoignages, des documents d'archives et permet à chacun d'apporter une contribution. Une plateforme participative où chaque détail compte et où une information, même minime, peut relancer une affaire. Tous les dossiers sont travaillés par une équipe éditoriale en collaboration avec les proches des victimes. L'application recense aujourd'hui plus de 350 affaires auxquelles s'ajoute une nouvelle affaire chaque lundi. Avec Black Track, chaque citoyen peut donc apporter un indice, un souvenir, une information et peut-être faire avancer une affaire oubliée. Où trouver Black Track ? Eh bien, vous pouvez télécharger Black Track sur Apple Store, sur Google Play, consulter le site de Black Track officiel sur www.black-track.com et retrouver Black Track aussi sur tous les réseaux sociaux. Black Track, c'est utile et je vous invite dès maintenant à les rejoindre. Alors, je me suis inscrit dans ce combat-là parce que malheureusement, elles sont des centaines, voire des milliers de familles aujourd'hui à souffrir de cette disparition ou de ces meurtres non élucidés sans que la justice ne leur apporte l'aide que l'on devrait leur apporter normalement. Il fallait bien que quelqu'un prenne le relais. Nous, les médias, avons un rôle des plus importants à jouer. Et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui avec Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Olivier. Et évoquer la situation de votre frère. Oui. J'aimerais d'abord que vous me parliez de lui, parce que, avant toute chose, il faut que celles et ceux qui nous regardent sachent qui était ce garçon. Voilà. Oui. Présentez-moi votre frère. Ismaël, à l'époque des faits, avait 25 ans. C'était un garçon très aimant, qui aimait partager, qui aimait aider, qui était très très sympathique. Tout le monde l'aimait, Ismaël. C'était un travailleur en boîte intérimaire qui travaillait un peu dans tous les domaines. Il avait fait ses études au lycée Paul Dassenois à Morange, où vit actuellement ma maman. Et c'est vrai qu'on en garde de très très bons souvenirs. Il avait beaucoup de copains. Oui, c'était... Ismaël était sociable, hein, il parlait avec tout le monde. Je veux dire, il avait quelques amis proches, hein, avec qui il a grandi. C'était un garçon qui aimait faire la fête, qui aimait beaucoup les femmes, qui était très sollicité. C'était Quelqu'un un beau d'adorable. garçon. Oui, très beau garçon. Mhm. Oui, très beau garçon. Oui. Donc c'est vrai que on n'a que de bons souvenirs avec Ismaël, hein, surtout par son amour et sa façon d'être toujours présent pour quoi que ce soit. C'était un grand frère sur qui on pouvait compter. Socialement, c'était quelqu'un qui était donc... bon, il était introduit, il avait donc des potes, il travaillait. Oui. Rien ne laissait présager qu'il
puisse arriver quelque chose de grave à Ismaël. Non, non, non. D'accord. C'était vraiment l'imaginable. Là, c'était vraiment. On- C'est vrai qu'au début, on se posait énormément de questions, mais Ismaël, c'est vrai que c'est un garçon qui pourrait aider n'importe qui. Donc, il avait vraiment la main sur le cœur. On dit que de lui qu'il était dans un milieu uni et investi. C'est-à-dire que vous êtes combien de frères et sœurs? Nous sommes en tout 6 frères et sœurs. 6 frères et sœurs, Oui. d'accord. Aujourd'hui, nous sommes plus que 4. Donc, il y a eu Ismaël en 2006, décédé en 2006, et nous avons effectivement un petit frère qui est décédé il y a 2 ans, d'une maladie aussi incurable, dont ma maman et nous avons fait, effectivement, nous avons eu la perte. Alors en 2006, Ismaël disparaît. Oui, Euh, je suppose que vous vous souvenez de Oui, bien ce sûr. jour. Vous rendez compte de sa disparition dans quelles circonstances? Le week-end même, il dit à ma maman qu'il s'en va effectivement en Alsace à un anniversaire et qu'il serait présent le dimanche, comme pour habitude, hein, puisque quand il va en week-end ou qu'il sort, au plus tard, il est à la maison le dimanche vers 14h, 17h. Et là, effectivement, ce week-end-là, Ismaël ne répond pas, Ismaël n'est pas présent. Donc l'inquiétude est arrivée ce dimanche de ce week-end du 6 mai 2006, directement. Parce que c'est pas dans nos habitudes de pas répondre. Quel que soit l'âge, chez nous, on donne toujours des nouvelles, bien sûr. Ouais. Et puis, c'est une obligation. Je vais pas dire une obligation, mais c'est Une comme habitude. ça, c'est une habitude Ouais. d'appeler la maman, de lui faire part de notre situation ou autre. Donc on partageait toujours, on partage jusqu'au jour d'aujourd'hui ce qu'on fait. D'autant plus que quand on, voilà, même s'il avait 24 ans, Oui, hein, il part faire la fête en Alsace. oui, Bon, il n'est pas à l'autre bout du monde, non. mais il avait l'habitude quand même de vous appeler et de vous dire bon, je suis bien arrivé, Oui, ça se passe bien. oui, oui, oui. Vous aviez l'habitude de communiquer De ensemble. s'échanger. Oui, oui, on a jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, on appelle notre maman pour lui dire que tout va bien, qu'on est rentré du boulot, qu'on a mangé, ce qu'on a fait. Je veux dire, c'est pas qu'on rende des comptes, mais c'est un peu comme ça. Donc on a un lien très fort, et c'est vrai que on sait tout ce qui se passe pour quel que soit le frangin ou la sœur ou autre. Vous êtes proches les uns des autres. Oui, tout à fait. Oui. Donc ce dimanche où il ne donne plus de nouvelles, je suppose que vous essayez de l'appeler. Est-ce que vous tombez directement sur sa boîte vocale ou est-ce que ça sonne? Comment ça se passe? Non, alors au départ, ça a sonné. Ensuite, on a eu le petit-fils justement du gendarme, Émilien, qui décroche, qui nous dit qu'Ismaël dort, donc et qu'il va nous rappeler. Donc à ce moment-là, on se dit, on se pose déjà des questions. On se demande pourquoi cet inconnu décroche à la place d'Ismaël, chose qui n'est pas habituelle. On patiente, donc Ismaël ne nous rappelle pas. On rappelle toute la journée. On rappelle le lundi et de nouveau, ce Émilien nous dit il est sous la douche, il va vous rappeler. Donc là, on se posait déjà des questions et on lui a dit clairement mais tu nous as dit qu'il dormait, là il est sous la douche. Et plus jamais le téléphone a sonné, plus jamais on a eu de nouvelles. Ça s'est interrompu directement après ce dernier appel. Vous connaissiez cet Émilien Non, pas du Riquelin? tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc c'était l'une des connaissances d'Ismaël où la fête était organisée chez lui et finalement ça n'était pas particulièrement un copain proche d'Ismaël. Non, c'est une connaissance. Une connaissance. Oui, D'accord. c'était pas un ami ni quelqu'un de proche. On ne les connaît pas, ces gens-là. Hein. Pas du D'accord. tout. Hein. Et est-ce que quand Ismaël va à cette fête en Alsace, il part avec d'autres copains ou il est seul? Non, il est seul. D'accord, Il est seul. très bien. Ouais. Oui, c'est curieux que cet Émilien décroche une première fois pour vous dire que Ismaël dort. Oui. Le lendemain, qu'il est sous sa douche. Est-ce que ça
ça a provoqué votre angoisse quand même qu'il ne Bien réponde sûr, ça pas? nous a interpellés. Ouais. Au premier appel où il nous a dit qu'il dormait, on s'est déjà posé des questions. On s'est dit: «C'est pas normal, qu'on puisse répondre à sa place puisque ça n'a s on n'avait jamais, répondu à la place d'Ismaël». Donc on s'était déjà posé des questions à ce moment-là. Là, on a commencé à sentir, l'angoisse et se dire, bon, qu'il y avait quelque chose qui se tramait, derrière tout ça, Mmh. Quelque chose d'anormal. d'anormal, d'inquiétant. À partir de quand, en fait, vous allez vous dire, il y a quelque chose de grave qui se passe, et vous formulez vraiment que Ismaël a disparu Alors le lundi, le lundi? quand on nous dit qu'il est sous la douche, Mmh. là, ma maman, prise de panique, a été à la gendarmerie pour signaler la disparition de son fils. Et là, les gendarmes, lui disent clairement qu'il est majeur, et qu'il a le droit effectivement, de disparaître. Le fameux droit à Oui, disparaître. à disparaître, et que s'il veut nous donner de ses nouvelles, il est dans son droit, et le cas contraire, il était aussi dans son droit. Mais c'est vrai que, quand on connaît son enfant, quand on connaît son frère, pour nous, c'est difficile d'accepter ce genre de propos. C'est Alors, il faut vous dire, vous qui nous regardez et qui écoutez Myriam, que en France aujourd'hui, on peut disparaître, qu'il y a, comme le dit Myriam, ce droit à disparaître quand on est majeur, sauf que Myriam vient de dire quelque chose de très important. Lorsqu'on est une famille unie, comme la famille Abdelkader, lorsqu'on connaît ses frères, ses sœurs, lorsque les parents connaissent leurs enfants et qu'on a cette habitude d'échanger, de se téléphoner, de se donner des nouvelles, normalement, lorsqu'on se rend à la gendarmerie, tous ces détails doivent ou devraient être entendus. Parce que on parle là d'une disparition inquiétante. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les familles, pratiquement, reçoivent cette réponse. Madame, monsieur, votre fils, votre frère, votre mari est majeur et il a le droit de disparaître. Il vous donnera des nouvelles quand il en aura envie. Je suppose que ça, cette réponse n'a pas convenu à votre mère Non, et que ça l'a encore plus inquiété. bien sûr. Mais moi, j'ai une question qui va peut-être vous choquer, mais je préfère la poser d'emblée. Quand on s'appelle Abdelkader, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression d'être, vous voyez, traité un peu avec légèreté? Est-ce que, au final, un jeune d'origine maghrébine qui disparaît un week-end parce qu'il a été faire la fête en Alsace chez les potes, on n'a pas vraiment à le chercher, il va obligatoirement réapparaître, c'est une évidence. Mais on a ce sentiment jusqu'au jour d'aujourd'hui. Malgré qu'on l'ait retrouvé, malgré, au départ qu'on avait signalé effectivement sa disparition, nous avons pas été, on n'a pas été pris au sérieux. Donc, oui, bien sûr, si, imaginons, ça aurait été le cas contraire, Si c'était appelé Delacroix, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus d'investigations. d'autant Ça, c'est plus que sûr. dans les premières 48 heures, Oui, ce sont dans les histoires de disparition comme de meurtres non élucidés, les premières 48 heures sont les plus importantes. tout à fait, C'est oui. pour ça que c'est très étonnant lorsque on écoute le témoignage de toutes ces familles de voir que à peu près toutes, hein, Myriam, Oui. elles reçoivent la même réponse. Oui, Lorsque c'est un majeur, le droit à disparaître. Aujourd'hui, en France, le droit à disparaître, je vais vous dire pour moi, ça représente la possibilité pour quelqu'un qui a envie de faire disparaître quelqu'un, donc de le tuer, c'est la meilleure solution, en fait, puisque si vous faites disparaître quelqu'un demain, on ne le cherche pas. non, On n'a pas cherché du tout Ismaël, non, pas du tout. à aucun moment. À aucun moment. Non, non, pas du tout. Et on a même eu effectivement des propos par la gendarmerie
Je ne lis pas dans la mare de café. Je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire où est-ce qu'il est. Je veux dire, c'était vraiment très aberrant. C'est vrai que ça a été très douloureux pour nous. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a du mal à l'accepter. On ne l'acceptera jamais. Puisque c'était le moment, effectivement, d'investir, de le localiser, d'essayer de chercher pour permettre d'éviter de nombreuses années à rester, effectivement, dans une souffrance inimaginable. C'est difficile de vivre chaque jour en pensant qu'il va nous donner des nouvelles, qu'il va revenir. Voilà, on s'imagine tout et n'importe quoi à ce moment-là. On n'a plus de vie. C'est difficile. C'est ce que je disais, en fait. Une question en amène 10, qui en amène 100, qui Exactement. en amène 1000. Oui. C'est un véritable cauchemar quand Bah quelqu'un oui, disparaît. tout à fait. On devient, on n'est plus nous-mêmes, on devient paranoïaque. Je veux dire, la vie, tout s'écroule. Ouais. La vie Tout n'est plus s'écroule. jamais la même. Non, non, non. À partir du moment où vous vous apercevez que les gendarmes ne vont pas chercher Ismaël, est-ce que c'est vous qui, tout de suite, entamez les recherches? Ah oui, bien sûr. Comment vous vous organisez? Alors à l'époque, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, Ouais. donc c'était un peu plus difficile. Donc moi, les méthodes de recherche, bon, je pense qu'en 2012, non, en 2006, il y avait Facebook, mais c'était pas encore très développé. Le tout début. C'était tout début, c'était Ouais. pas très développé, on n'avait pas encore tous ces moyens. Je recherchais effectivement s'il n'y avait pas des Abdelkader Ismaël. Il y avait des faux comptes où je n'ai jamais eu de réponse, où j'envoyais des messages. Ensuite, j'ai cherché dans tous les hôpitaux. J'ai commencé par l'Est et puis je me suis un peu éparpillée un peu partout en France. Ensuite, je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'il est devenu amnésique, peut-être qu'il lui est arrivé un accident, peut-être que... voilà, toutes ces questions qu'on se pose lors d'une disparition. Il s'avère qu'Ismaël n'a jamais été hospitalisé, il n'a jamais eu d'accident. Il était en pleine forme. Il était en bonne santé, en pleine forme. C'était un garçon qui faisait entre 1m86 et 90. Une bonne corpulence, bien costaud, bien portant. Ensuite, c'est vrai que j'ai effectué d'autres démarches à chercher vers les frontières. Comme nous sommes dans l'Est, donc il y avait Luxembourg, l'Allemagne. J'ai eu la chance de tomber sur un bon gendarme qui m'avait aidé à cette époque-là à demander aux policiers frontaliers si un corps n'avait pas été retrouvé, par exemple, dans le Rhin. Ces petites pistes qui n'ont jamais abouti à rien. Quel était votre pressentiment, vous, Myriam, en fait? Parce que je sais que selon qu'on est la maman, le papa, la sœur, le frère, on peut être habité de convictions profondes. C'est vrai, Vous pensiez que Ismaël était encore en vie ou vous disiez qu'il y avait peu de chances qu'il le soit? En fait, moi, je voulais pas y croire. Je vais pas mentir, je voulais pas y croire. J'avais cet espoir de le retrouver, sachant que pour moi, c'était impossible qu'il donne pas de nouvelles. Donc, je savais qu'il lui était arrivé quelque chose. Mais quoi, comment, où, ça, je n'avais pas la moindre idée. Ismaël et moi, c'était très fusionnel. On n'a même pas un an de différence. Mon grand frère, j'ai tout fait avec lui. Je veux dire, vacances, les sorties, les fêtes, les soirées. C'est un peu votre protecteur, hein, je crois. C'est ça, mon grand frère, mon ami, mon pote. Voilà, on partageait toujours tout ensemble. Donc, j'ai ressenti effectivement qu'il lui était arrivé quelque chose, mais je voulais pas y croire. Donc, j'ai gardé cet espoir de me battre pour justement retrouver une traçabilité ou de son chemin. J'ai été en gare de Strasbourg pour vérifier effectivement s'il y avait possibilité avec les caméras, pour le voir. Est-ce que vous avez eu accès à ces caméras? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que la SNCF, à l'époque, nous disait qu'ils ne gardaient pas automatiquement les vidéos. Ça, c'est aussi incroyable. Voilà, donc il n'y avait pas de possibilité et qu'il fallait aussi que ça soit aussi mandaté par la gendarmerie ou autre. Il y a eu Ce que énormément... la gendarmerie ne faisait pas. Oui, tout à fait, oui. C'était très compliqué parce que on avait un côté où l'institution ne faisait aucune démarche. Et moi, j'en faisais, mais il me fallait l'accord, justement... De l'institution.
Et c'était bloqué. Mhm. Donc on se retrouve dans une impasse sans issue. Et on est toujours confronté à un mur. Et on se dit souvent qu'il faut qu'on trouve d'autres techniques. Toujours ce mur du silence de la police ou de la gendarmerie, de ce fameux droit à disparaître. Oui. Et vous avez raison de le souligner, lorsque un citoyen, une famille a perdu un être cher, bien évidemment, il va s'adresser, par exemple, au McDo, au Décathlon, à la RATP, en tout cas, tous les endroits où il y a des caméras, normalement, où il est susceptible d'être passé, sauf qu'il faut une commission rogatoire délivrée soit par la police, soit par la gendarmerie. Et à aucun moment, il est bon de souligner que vous n'allez recevoir l'aide de la gendarmerie. À aucun moment. Aucun moment. Donc vous êtes les seuls à chercher votre frère. Oui. Vu le rapport que vous avez avec lui, vous savez qu'il ne vous laisserait jamais sans nouvelles, Ismaël. Oui. Donc du coup, vous tendez vers l'amnésie, vers un accident qui l'a mis dans le coma. À quoi vous pensez? On pense à tout à ce moment-là, hein. Comme je l'ai expliqué, on se dit il lui est arrivé quelque chose, mais sans savoir quoi exactement. C'est pour ça qu'on se retourne directement. La première chose à laquelle on pense, c'est les hôpitaux. On se dit que la prison, c'est possible, mais peut-être à l'étranger, et encore, on est averti. Normalement, oui. Normalement, oui. Ouais. On a quand même le droit en prison de demander un avocat, on a le droit de téléphoner à ses proches, on a le droit d'écrire, on a beaucoup de droits en prison. Donc, c'est vrai que la prison, j'y ai pas pensé de suite. J'ai quand même par la suite fait des recherches auprès des consuls, auprès de certaines frontières aussi où on pouvait viser cette voie-là, mais ça n'a jamais abouti à rien. Donc il n'y avait pas, au niveau des hôpitaux, il n'y avait rien. Les prisons, pareil. Voyage à l'étranger, il n'avait pas de passeport, donc on était quand même assez limité. Donc, on est resté sur le fait que tout s'est déroulé en Alsace, mais comme il n'avait pas dit à l'endroit exact où il avait été à cet anniversaire-là, Ouais. on était perdus. Dans les 2 premiers jours, je le rappelle, vous avez ce fameux Émilien dont vous ne connaissez rien. Oui. Vous ne savez pas géographiquement où la fête a eu lieu. Oui. Comment allez-vous retrouver et remonter la piste de cet Émilien Riclin, hein, Oui. c'est ça? Émilien Riclin, qui va se retrouver quelques mois plus tard, non, quelques années plus tard, Ah oui. puisque 6 ans après. on va voir que 6 ans après, il va y avoir un épilogue à cette histoire tragique. Oui. Comment est-ce que vous faites pour retrouver la trace de cet Émilien Riclin? Alors, ce n'est pas nous qui avons retrouvé sa trace, à savoir qu'Ismaël, on l'avait quand même inscrit au fichier des personnes disparues. Oui. Tout de suite, en 2006. Ma maman n'a pas perdu de temps. Donc la préfecture a quand même bien pris son cas en compte. Alors, il est bon parce que tout le monde n'est pas au courant de ça. Oui, et puis il faut. des familles qui nous Oui. regardent ce soir Oui. vont affronter cette épreuve dans ce que je ne leur souhaite pas, bien évidemment. Mais quelques familles vont être victimes d'une disparition un jour ou l'autre. Donc, ce fichier dont vous parlez, Oui. c'est quoi? C'est un fichier qui est tenu par la préfecture, Qui est par tenu l'État? par la préfecture. C'est un registre où on retrouve effectivement toutes les personnes disparues. Et lors d'un contrôle, par exemple, ou autre, on peut effectivement signaler à la personne que la famille le recherche et D'accord. qu'il est bien effectivement fiché dans ce registre. D'accord. C'est important de le faire. Ce qui lui donne la possibilité de voir que la famille le recherche et donc Oui. qu'il puisse donner signe de vie. Tout à fait. Et c'est aussi une très bonne chose à déployer, puisque lorsque, tout dépend après des cas, qu'ils soient tragiques ou pas, lorsque une famille victime de disparition inscrit son enfant, son proche, dans ce genre de fichier, au niveau de l'institution, que ce soit du pénal ou du civil, on peut en prendre compte.
puisque ça prouve bien que on le recherchait pendant un tel nombre d'années. Donc c'est vrai que administrativement, c'est important. C'est quand même important. D'accord. Donc vous inscrivez, Émilien, sur ce fichier. Le temps passe, les mois s'écoulent et toujours pas de nouvelles d'Ismaël. Vous allez continuer à chercher pendant combien de temps, Myriam? Pendant toutes ces années, pendant 6 ans, sans relâche. Sans relâche. À aller sur Strasbourg, puisqu'il y avait un gendarme à l'époque qui nous avait dit que la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était à la Montagne Verte, un quartier de Strasbourg, où il avait été vu, il était très bien. Donc sur Strasbourg, et puis à regarder sur les réseaux qui existaient à l'époque, et à toujours demander autour de nous, aux gens qui habitent en Alsace, s'ils n'ont pas entendu. Mais c'était difficile. C'était difficile parce qu'on n'avait jamais de retour, ne serait-ce sur oui, on l'a vu. Ce week-end-là, c'était la dernière fois où tout le monde l'avait vu. Donc pour nous, quand il y a une personne qui disparaît, des fois vous avez des gens, oui, j'ai vu votre fils, il était à tel et tel endroit, ou voilà, on peut effectivement, mais là, les taux étaient resserrés, on avait plus de possibilité d'avoir des nouvelles concrètes, exactement. Ouais. Oui, c'était pas évident. Souvent, les familles évoquent, lorsqu'il y a une disparition, comme si la terre l'avait avalé. Oui. Et que du jour au lendemain, Oui. plus rien. Oui, c'est exactement ça. Comment est-ce que vous retrouvez la trace de cette fête dans laquelle il s'est rendu et où il y a ce fameux Émilien Triclin? Comment est-ce que vous arrivez donc à trouver, à remonter la piste? Alors, à savoir qu'Ismaël, effectivement, on l'a retrouvé, je dis grâce, oui, parce que c'est quand même important. C'est un jeune homme qui s'est fait arrêter, justement, dans le secteur du Sungo, comme on l'appelle, à côté de Fétrouze, pour un délit qu'il avait commis à l'époque. Et lors de son arrestation, il avoue à cette gendarmette qu'il y a un corps qui est enterré chez telle et telle famille. Et qui dit je ne suis pas petit-fils de gendarme, donc je n'ai pas accès à... comment qu'il avait expliqué ça à l'époque qui bénéficiait pas davantage, en fait. D'accord. Donc En c'est à fait, ce moment-là. si je comprends bien, donc c'est un jeune homme qui est arrêté parce qu'il a Oui. commis un délit. Oui. Et lors de son audition, de sa garde à vue, il lâche comme ça Oui. à la gendarmette. Moi, je peux vous révéler que je sais qu'il y a quelque part dans un jardin un corps qui est enterré. Oui. Et donc, c'est assez mystérieux ce qu'il dit, puisqu'il dit « Moi, je ne suis pas petit-fils de gendarme, donc je n'ai pas les avantages, finalement, que semble avoir Oui. la personne qui serait dans cette maison avec ce jardin. » Oui. C'est à partir de là que les gendarmes, je suppose que là, ils tendent l'oreille, parce que quand on parle d'un corps enterré quelque part, bon, là, ça déclenche au moins quelque chose. Oui, et il faut savoir aussi que ce jeune homme-là était l'ami du petit-fils du gendarme. Donc il a, entre guillemets, il a balancé son pote. Il a balancé son pote. Oui. Ce fameux Émilien Triclin. Riclin, oui. Riclin. Riclin, oui. Cet Émilien Riclin, vous allez donc entendre parler de lui 6 ans après. 6 ans après, oui. Après avoir cherché Ismaël partout. Exactement, partout. Mais il faut savoir que après cette dénonciation-là, sachant qu'Ismaël était sur ces fichiers de personnes disparues, bon, on l'a quand même bien pris en compte.
il y a une chose aussi qui est très importante dans cette affaire-là, c'est que tout le monde savait qu'Ismaël était dans ce jardin-là. Quand je dis tout le monde, c'est tout le village, les alentours, puisque Émilien Riclin s'en vantait lorsqu'il était alcoolisé. Il disait j'ai enterré un arabe dans mon jardin. J'ai enterré un arabe dans mon jardin. Voilà, j'ai enterré un arabe dans mon jardin. Donc, il s'en vantait. Tout le monde était au courant. Il y a même une personne qui, après un témoignage qui m'avait fait, s'est rendue un jour à la gendarmerie du secteur en disant qu'il y avait effectivement un corps enterré chez ces personnes-là. Et on lui a dit t'as qu'à écrire à la procureure. Donc lui, on ne l'avait pas pris en compte, par contre. Donc gendarmerie, les habitants du village et toutes les autres institutions savaient que Ismaël était enterré chez Monsieur et Madame Riclin à cette époque-là. Émilien Riclin, oui. Quel profil a ce jeune homme? Quel âge il a et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? À l'époque, en 2006, il devait avoir 18 ans. Il ne fait rien de sa vie. C'est un toxicomane hébergé par ses grands-parents, vivant, il me semble, quelques années après, de RSA, des petits boulots en restauration. C'est plutôt les grands-parents, je pense, qui subvenaient la plupart du temps à ses besoins. C'était quelqu'un connu pour consommer de la drogue et c'était pas quelqu'un qui était très valorisé non plus. D'accord. Oui. Donc c'est un jeune du village oui. Qui, en fait, ne fait rien de ses 10 doigts et qui est l'organisateur de la fête où Ismaël s'est rendu ce jour-là. Non, alors visiblement, l'organisateur de la fête, ça serait un autre... ils sont plusieurs. Hein. Nous, on a eu effectivement Monsieur Riclin Émilien, mais à savoir que Ismaël a été invité à l'anniversaire de l'un des participants. C'était pas l'anniversaire de Émilien. C'était un copain à eux qui fêtait un anniversaire et ils ont invité Ismaël. D'accord. Mais cette fête, oui. Elle a lieu où? Elle a lieu chez Émilien Riclin ou elle a lieu dans une autre maison? Alors, elle aurait eu lieu à l'extérieur, derrière une gare désinfectée, soi-disant, hein, parce que on n'est jamais sûr réellement de tout ce qui s'est déroulé. Et la fin de soirée se serait passée justement chez les grands-parents, dans une chambre à l'étage. D'accord. Donc, à la fin de la fête, on imagine que quelques membres de la fête migrent chez les grands-parents de cet Émilien Riclin, dont Ismaël. Oui. Là, en fait, jusque-là, vous apprenez donc que Ismaël se trouve parmi ces gens-là. Vous entendez parler de cet Émilien Riclin. Pour l'instant, vous prenez conscience vraiment que c'est Ismaël qui est enterré dans ce jardin, ou vous continuez de ne pas vouloir y croire? Non, je ne voulais pas y croire. Sincèrement, je ne voulais pas y croire. Après, il faut savoir que on a découvert cette annonce à l'époque, c'était France Bleu, le journal, je ne sais plus quel journal, où il y avait un cadavre a été retrouvé à Fetterhouse. Il peut avoir été mis à cet endroit-là à peu près un peu plus de 6 ans. Et c'est une tante qui nous fait part de cet article de journal. Parce qu'on ne nous a pas appelés. Hein. On ne vous a pas appelé? Non, on ne nous a pas appelés. Vous le découvrez comme ça? On le découvre dans un article de journal. Incroyable. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça prouve encore ce qu'on se disait au début de cet entretien. Oui. Ça montre combien personne ne cherchait Ismaël. Non, personne ne le cherchait. Déjà, la gendarmerie aurait dû nous appeler ou appeler la gendarmerie de secteur pour venir nous l'annoncer. Ismaël a été retrouvé le 26 juillet 2012. C'est moi qui ai pris attache avec la gendarmerie d'Alkirch à cette époque-là, le 11 août 2012. Donc une quinzaine de jours après cet article, parce que ça me travaillait. Et je me suis dit, je vais demander quand même, parce que... il s'avère que c'était bien Ismaël. Et là, le gendarme, au téléphone, me dit... effectivement, nous avons retrouvé une carte vitale à ce nom-là.
Mais il y a eu 15 jours quand même, sachant qu'il était inscrit sur ce fichier. Donc ils auraient 15 pu... jours. 15 jours. C'est-à-dire qu'on retrouve la carte vitale, je suppose, le jour de Bien sûr. la découverte, le 28 juillet. Oui. Et 15 jours après, on daigne vous téléphoner. Oui. C'est moi qui prends l'initiative. Hein. C'est vous qui prenez l'initiative. Ah oui, c'est moi qui prends l'initiative. C'est même pas la gendarmerie. Non. Comment est-ce que vous expliquez ça, Myriam? Moi, j'explique ça comment être clair. Je me dis que vu qu'il a été enterré dans un jardin chez un ancien gendarme à la retraite, je pense qu'ils étaient en train de mettre en place et en point une imagination sur sa mort, puisque moi, je le dirai toujours, ça a été un complot. Un scénario. Oui, un scénario. On a maquillé le meurtre de mon frère par une overdose. Donc, je me dis que pendant tout ce temps-là, ils ont dû manigancer, préparer ce qu'il allait se faire par la suite. Tout simplement. Oui. Parce que se mettre au point. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, et je pense que vous avez commencé à saisir le sens de cette histoire, et ce pourquoi Myriam est là aujourd'hui, c'est que cette affaire est loin d'être terminée, car il y a de nombreuses erreurs qui ont été commises au cours de cette enquête. La première étant... J'hallucine complètement quand je vous entends dire que c'est vous qui appelez la gendarmerie alors qu'ils ont le nom de votre frère. Oui. Ça prouve combien votre famille a été totalement négligée. Mais Ismaël, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On retrouve sa carte, c'est bien son nom, donc c'est bien le corps d'Ismaël qui est enterré dans ce jardin. Mais il y a eu un scénario donc d'élaboré par les derniers participants à cette fameuse soirée. Et quand vous livre-t-on ce scénario de l'overdose et finalement, je vous laisse raconter ce qu'on va vous raconter dans un premier temps. Oui, bien sûr. Alors, ce scénario de overdose, on le retrouve dans un autre article du journal où nous avons une vice-procureure à l'époque qui déclare effectivement que la piste criminelle ne serait pas engagée, mais que l'overdose serait effectivement une plausibilité. À ce moment-là, Ismaël n'avait pas été encore expertisé, donc ça, c'est vrai que ça m'avait quand même, jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, j'apprécie pas du tout le message qu'a envoyé Madame la vice-procureure à cette époque-là, puisque quand on n'expertise pas, quand on n'a pas effectivement plus d'informations. Il n'y a pas d'autopsie, c'est ce que vous voulez dire. Oui, à ce moment-là, il n'y en avait pas encore. D'accord. Et on s'était déjà prêté à cette overdose. Donc, moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça me dérange. Je trouve que pour, effectivement, un vice-procureur, elle n'avait pas à avancer ce type d'informations, puisqu'on n'avait rien encore sur Ismaël. Mais cette procureure, elle tient cette explication, je suppose, des différents des témoins participants à cette soirée. Oui. Donc finalement, elle prend pour compte ce qu'on lui a raconté ce soir-là. Tout à fait. Donc ce sont des témoins assistés, ils n'ont jamais été inquiétés. Donc ils livrent tous les trois la même version, mais identique. Il n'y en a pas un qui dit une chose de plus. Donc... elle est quoi, cette version? Cette version, c'est... on a fait une soirée d'anniversaire, on est rentré à la maison, on se lève le matin et Ismaël dormait sur le canapé, parce qu'ils avaient un fauteuil dans cette chambre. Ismaël dormait sur le canapé, il ne réagissait pas, on lui a mis des claques, on est sorti livrer de la cocaïne ou récupérer des sous pour de la cocaïne, et à notre retour, on a retrouvé Ismaël avec de la bave aux lèvres. La prise de panique, on le met sous le lit. Donc Ismaël reste sous un lit, il me semble, pendant une semaine ou 10 jours. Et ensuite, on le met dans une brouette, on le descend de l'étage, on le met dans une brouette, sous une bâche, et on le met dans le jardin.
pendant, on ne sait pas exactement, puisque lundi, j'ai participé à enterrer Ismaël, c'était fin juin, et nous avons Émilien qui dit qu'il l'a enterré, il ne sait pas trop, mais c'était pour lui au mois de mai. Donc on se demande si Ismaël est resté 2 mois dans le jardin ou 1 mois. On n'a pas vraiment une bonne version qui est cohérente, en fait. Oui, en tout cas, elle n'est pas concordante Non. entre les trois. Non. Oui. Mais c'est du recel de cadavres, déjà. Oui. Il y a un premier délit, là. Bien sûr. On n'a pas le droit de ne pas déclarer une mort. On n'a pas le droit de cacher un cadavre. Et encore moins de l'enterrer dans le jardin, un jardin qui ne lui appartient pas, puisque c'est celui de son grand-père, ex-gendarme. Oui. Et je le souligne maintenant parce que ça va avoir son importance dans, c'est mon point de vue, Myriam, je pense que vous le partagez, ça va avoir son poids. Bien sûr. Dans la suite des événements. Donc, il n'y a pas d'autopsie de fait d'Ismaël, parce que ça aurait très bien pu être une soirée qui dégénère, où il y a une bagarre, où Ismaël a pu être assassiné. Oui. Rien n'est fait en termes d'autopsie, en termes de contrôle pour vérifier si la cause de la mort peut être... on peut voir avec la boîte crânienne ou on peut voir avec les côtes. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est réalisé pour voir Par la suite, oui. Oui, par la suite, oui, D'accord. ça a été fait. Ça a été fait, il me semble, en novembre, puisqu'on a récupéré le corps d'Ismaël en décembre. Donc là, effectivement, l'IML, l'Institut médico-légal, ne décèle rien au niveau toxicologique. Il nous manque effectivement quelques phalanges de la main droite. Nous avons l'osséoïde qui est manquant. Nous avons un crâne... L'osséoïde, Oui. c'est quoi l'osséoïde? C'est ce que nous avons au niveau de la gorge. Donc généralement, quand il est manquant, c'est dû à une strangulation. C'est qu'on l'a enlevé. C'est qu'on, oui, voilà, oui, c'est tout à fait ça. Oui. Et nous avons un crâne fracturé qui, soi-disant, aurait été commis par la gendarmerie lorsqu'ils ont exhumé le corps d'Ismaël. Mais cet objet-là ne fait pas partie des scellés. Donc pour moi, j'ai toujours la conviction voilà, je reste sur ma position au niveau... j'ai pas de scellé, j'ai pas de preuve que ce soit les gendarmes. Il y a tellement d'éléments manquants qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de croire en la justice. Il y a quand même, au milieu de cette triste affaire, un témoin clé. Je dirais même un suspect clé. Émilien Triclin, il sait ce qui s'est passé ce soir-là. Il habite chez ses grands-parents. C'est lui qui enterre avec ses copains. Il le fait avec ses copains. Hein. Oui, il est accompagné de ses copains. Ouais. Oui. On peut quand même souligner juste le comportement abject de ces 3 personnes qui, au lieu d'assumer leurs responsabilités, déjà, lorsqu'ils découvrent Ismaël qui bave, ça veut dire que Ismaël n'est pas décédé et qu'on peut encore faire appel à des secours, en tout cas essayer de le sauver. Visiblement, c'était plus urgent d'aller chercher de la cocaïne que de se préoccuper d'Ismaël. Oui. Est-ce que les gendarmes vont soupçonner cet Émilien et les 2 autres personnes? Est-ce qu'ils vont être mis en garde à vue? Écoutez, soupçonnés, non, parce qu'ils ont toujours été témoins assistés. Donc les gendarmes ne les ont jamais réellement auditionnés correctement. Il y a eu effectivement des mises en garde à vue, à savoir que M. Riclin Émilien a eu droit à de la bière sur prescription par le médecin toutes les 4 heures. Parce que, voilà, Parce qu'il était alcoolique. Il était alcoolique.
Ils ont fait quelques heures de garde à vue, 2 heures par-ci, 4 heures par-là, une dizaine, il me semble, si mes souvenirs sont bons, en tout et pour tout. Pas assez. Avec des questions sur lesquelles... Quel tant type que, de questions vous vous souvenez? c'est où étiez-vous ce soir-là? Qu'avez-vous fait? Avec qui étiez-vous présent? Qui était à l'anniversaire? C'était plus des questions aussi d'ordre, excusez-moi, hein, social, que des questions que l'on pose pour justement un homicide. C'était des petites questions qui, Oui, c'était des qui ne questions qui résultaient ne... en rien. C'était Voilà. juste pour dire, ils ont fait de la garde à vue, on les a auditionnés, on les a questionnés, on a fait notre travail. Aucune question qui, pour vous, ne portait réellement sur la suspicion, Oui. ou en tout cas la possibilité qu'il y ait eu ce soir-là un acte violent qui Oui, ait un meurtre. provoqué la mort d'Ismaël. Parce que vous dites que l'analyse toxicologique n'a rien donné. Oui. Bon, est-ce que c'est dû aussi aux 6 années qui ont passé? Et est-ce que c'est compliqué de faire une analyse toxicologique 6 ans après, quand un corps a pu, dans la terre, se décomposer? Ou l'analyse toxicologique qui est faite révèle que Ismaël n'avait pas pris de stupéfiants, ou en tout cas pas assez pour qu'il en meure? Est-ce qu'il y a un résultat précis là-dessus? Alors, les analyses n'ont pas pu effectivement déceler quels que soient les produits ou autres qu'il aurait pu prendre ce soir-là. Par contre, Ismaël a été enterré à 60 centimètres à terre. Il y aurait une fosse septique qui aurait été pas très loin. On a un expert qui disait, parce qu'on a récupéré Ismaël avec des os brunâtres, Pardon? les os brunâtres. Vous voyez, les squelettes, ils sont tout blancs. Oui. Et Ismaël, il était tout marron. Ses os étaient marrons. Pourquoi? À cause de la Alors, proximité avec la fosse c'est septique? soit ils auraient utilisé de l'acide pour fosse septique, donc ou pour détruire les mauvaises odeurs ou accélérer la décomposition, ou effectivement, ça serait des petits tuyaux qui seraient effectivement, qu'ils avaient été mis en place là où lui, il avait été enfoui. Donc après, les recherches, les investigations nous ont pas apporté plus de choses, puisque la justice n'avait pas, à l'époque, investi énormément pour Ismaël. Ils n'ont jamais cherché beaucoup plus qu'il en fallait. Enfin, quand je vous écoute, pardonnez-moi, mais je pense que pour celles et ceux qui vous écoutent, entendre cette attitude de ces 3 personnes qui ont, en plus de cacher la mort d'Ismaël, le cachant sous un lit, ensuite le laissant dans un jardin, et au moment où il l'enterre, l'aspergeant d'un produit pour que la décomposition aille plus vite. Vous êtes en train de me dire, Myriam, que ces 3 personnes n'ont fait que quelques heures de garde à vue? Oui, oui, oui. Quelques heures en tant que témoin assisté. Vous avez pris un avocat dans le cadre de cette Oui, histoire? bien sûr, oui, oui. Que dit l'avocat de l'attitude de la L'avocat n'a gendarmerie? jamais effectivement rencontré ce genre de situation depuis le début de sa carrière. C'est pour lui comme pour nous une affaire scandaleuse. C'est un sujet très délicat. L'affaire Abdelkader, dès le départ, on nous a envoyé circuler. On n'a jamais rien voulu savoir de nous. Je veux dire, on n'a jamais été reconnu victime. Je veux dire, c'est compliqué. C'était très, très compliqué. On n'a jamais voulu nous recevoir. La juge d'instruction à l'époque n'a jamais voulu me recevoir. C'est des petits exemples comme ce que j'apporte. Mais les gendarmes se sont toujours déresponsabilisés. Qui était en charge de l'enquête? Les gendarmes du Patelin, là? Oui, Ok. oui. Et où le grand-père
d'Émilien Triclin a vécu sa Travaillait. carrière? C'était aussi dans le Sungo. D'accord. Oui. Il y a Donc, plusieurs gendarmeries où tout le monde se connaît. D'accord. Bon, on sait que, Oui, en oui, plus, c'est une corporation oui. où les gendarmes se croisent. Est-ce que clairement, vous pensez que Émilien Triclin a bénéficié de certaines facilités, Traitement de faveur, de traitement de bien faveur? sûr. Oui. Ouais. Oui, oui, je pense que le grand-père avait le bras long. Ils ont toujours protégé leur petit-fils. Donc oui, Émilien Riclin a bénéficié de traitement de faveur. Il faut savoir que dans ce petit groupe, vous avez des enfants qui leur papa ou maman font partie des listes municipaux, qu'ils ont comme tonton préfet ou maton de prison. C'est ce genre d'individu auquel on a effectivement affaire, où tout le monde connaît Tout le monde. tout le monde et bénéficie effectivement de traitement de faveur. Question que je vous pose à vous toutes et à vous tous qui nous regardez. Est-ce que si cela vous arrivait à vous, si votre frère disparaissait du jour au lendemain, si on vous prévenait dans les conditions où Myriam et sa famille a été prévenue, c'est-à-dire par une tante qui lit dans un journal lointain qu'on a retrouvé un corps dans un bled en Alsace, et qu'ensuite on apprend que ce corps est celui d'Ismaël, donc de votre frère, ou de votre sœur, hein, aussi, ça aurait pu arriver une femme, et que ce corps a été d'abord trimballé, caché, puis mis comme ça dans un jardin, et puis au moment de l'enterrer, on a essayé de le détruire avec de l'acide, et que rien n'est arrivé, aucune condamnation, aucun mise en cause. Je vous laisse juge de cette histoire là où on en est, parce que ça n'est pas fini. Émilien Triclin a donc été entendu par les gendarmes comme témoin assisté. Je suppose que votre avocat est monté un peu au créneau quand même, parce que le recel de cadavres, c'est un délit. Oui. Est-ce que ça a été évoqué à un moment? Oui, bien sûr, nous l'avons demandé. Donc il y a un recel de cadavres, il y a la non-assistance sans personne en danger. Il y a le fait de cacher il y a la mort le- de quelqu'un. Oui, oui, oui. Mais je reviens sur cette juge d'instruction qui avait été nommée en 2012, qui ouvre une information effectivement judiciaire pour nous la clôturer en nous signalant que tous les faits étaient prescrits. Comment ça? La prescription. Voilà, nous avons eu les faits qui étaient prescrits. Puisque normalement, la prescription commence le jour De la où... disparition. Normalement, elle commence le jour où on le retrouve. Pas le jour de la disparition, puisque D'accord. c'est une trouvaille. D'accord. Le jour où on le retrouve, on considère que c'est là que commence l'instruction, Oui. que le judiciaire se met en route. Se met en route. D'accord. Sachant qu'il était toujours, c'est pour ça que je dis que c'est important d'inscrire un disparu sur les fichiers, puisque c'est pris en compte par l'institution. Elle a commencé effectivement les faits en 2006. Donc les faits étaient prescrits. Et pourquoi la prescription, c'est combien? Je ne sais pas. La prescription, c'est pour recel de cadavres, il me semble que c'est 3 ans. C'est 3 ans, oui. Voilà, nous on était déjà dans 6 années. D'accord, je ne savais même pas. Oui, oui. Donc c'est vrai que là on est encore tombé des nues, puisqu'on se dit normalement on le retrouve en 2012, c'est à partir de 2012 que ça doit commencer. Bah, Mais cette juge voilà, donc ouvre une information judiciaire pour nous dire par la suite en fait non, il y a prescription. Donc j'avais pas très bien compris pourquoi l'ouvrir, pour nous dire que c'est pas possible en fait. C'était vraiment c'était pas facile. C'était pas facile. Sincèrement, c'était pas facile. je veux qu'on se dirige vers un non-lieu. Oui, nous avons eu un non-lieu.
Nous en avons eu plusieurs d'ailleurs. L'affaire Abdelkader, c'est que des non-lieux. Hein. Des non-lieux, des rejets, je veux dire, c'est très compliqué. Donc nous avons eu un non-lieu en 2015. Et là, c'est vrai que difficile à accepter, pas assez d'investigation. On s'est retrouvé, on s'est retrouvé face à une injustice, un déni de justice très compliqué à vivre. Et là, je me suis dit, Myriam, bon, je savais que c'était compliqué. Hein. Je me suis dit, là, je vais aller. C'est le combat de ma vie. Voilà, ça c'est pas fini. Et je savais que ça allait être compliqué, qu'il fallait que je m'accroche et fallait pas que je baisse les bras en fait. Donc face à cette injustice, c'est vrai que moi ça m'a boosté. En fait, plus on me mettait des bâtons dans les roues, plus on me mettait sur le côté et plus j'y allais quoi. Ça vous motivait. C'était ma motivation. Il me motivait comme jamais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, je suis déterminée, je suis motivée. Je veux dire, je ne lâcherai aucune personne. Clairement, Myriam, Oui. vous avez le sentiment d'être victime d'une injustice totale. Ah oui, depuis le début. Oui. On ne veut pas nous écouter, on demande effectivement des actes, on nous les refuse. C'est scandaleux. Je veux dire, on n'a jamais pris en considération Ismaël, tout simplement. Oui. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Je rappelle que Ismaël est en très bonne santé, Oui, qui fait plus d'1,80 m, oui. et qu'il n'y a aucune raison pour qu'il meure d'une overdose, pas plus que les autres, en tout cas ce soir-là. Oui. Quelle est votre conviction, vous, avant qu'on aille un peu plus loin, sur le fait qu'aujourd'hui, l'enquête, j'ai envie de dire, Inch'Allah, est réouverte. Oui, merci. Mais quelle a été très vite votre conviction sur ce qui s'était passé ce soir-là? Alors moi, ma conviction, c'est vrai que j'ai pensé, vu qu'il était... il connaissait pas réellement ces personnes-là. Il a été invité, c'était des connaissances qu'il aurait rencontrées soi-disant dans un train pour aller en Hollande chercher de la cocaïne. Oui. Après, comme j'ai toujours dit, on n'est pas obligé d'aller en Hollande pour se produire de la cocaïne. Donc c'est une piste sur laquelle effectivement j'ai pas du tout... pour moi, c'est encore un mensonge. Mais qui dit ça? Les protagonistes, les Oui. témoins assistés. hein. Mais rien ne prouve qu'ils Rien sont n'a- allés non. en Hollande chercher de la Oui, cocaïne. avec Ismaël, qu'il aurait rencontré dans ce train-là. D'accord. Donc Qu'ils ça, l'auraient rencontré dans ce train. Dans ce train, oui. Et D'accord. c'est là qu'ils l'ont invité, effectivement, à l'anniversaire, quelque temps plus tard, dans ce village. Ça fait beaucoup de choses Oui. étonnantes. Étonnante, oui. C'est-à-dire qu'en fait, Ismaël, il allait en Alsace au début, pourquoi? Pour un anniversaire, non? Oui. Et donc, du coup, il rencontre des gens dans le train et il part en Hollande chercher de la cocaïne. Non, en fait, ces gens-là l'auraient rencontré dans un train lorsqu'Ismaël était aussi présent Ouais. pour aller en Hollande et eux, ils allaient se fournir effectivement en drogue. C'est là qu'ils auraient fait la connaissance d'Ismaël, qu'ils auraient échangé leur numéro. Et par la suite, ils l'ont invité effectivement à cet anniversaire-là. D'accord. À votre connaissance, est-ce que Ismaël consommait de temps en temps de la drogue? Mon frère fumait des joints, oui, comme la plupart des jeunes à l'époque, à son âge, ou Ouais. les jeunes d'aujourd'hui. Ouais. Buvait aussi quelques verres. Alors, ça pouvait être de la Heineken, des bières, quand il y Oui. avait des anniversaires, comme tout le monde. Oui. Des jeunes qui font la fête. Tout à fait. D'accord. Bon, après, c'était pas tous les jours, mais c'est vrai que si Il on aimait bien faire la l'invitait, voilà, exactement. On Ah n'a oui, jamais, comme moi, j'ai personne. jamais nié qu'il fumait pas ou autre. Hein. Ça, c'est, je l'ai toujours dit. Après, Il ne vous a jamais dit qu'il avait déjà goûté à la cocaïne? Non. D'accord. non, Ok. non, non. Bon, mais pour mourir d'une surdose de cocaïne, il faut quand même y aller. Bien sûr. Rien n'a établi cette overdose de cocaïne. Non, Aucune analyse toxicologique. rien n'a été décelé. A contrario, le
squelette, si j'ai bien compris, il manque il manque des phalanges. Oui. Il y a l'os C'est- d'ici qui manque aussi. Oui. On vous l'explique comment ça? On l'explique que l'os hyoïde aurait pu effectivement se dégrader avec le temps. Pour les phalanges, c'est tellement minuscule que ça pourrait effectivement être perdu sous la terre, ou ça aurait pu effectivement aussi disparaître. Alors on les retrouve de la main gauche, mais pas de la main droite. Et Il y a le crâne aussi, hein? et le crâne, j'ai demandé des explications. Pourquoi cet instrument n'a pas été mis sous scellé, puisque Quand vous parlez d'instrument, vous parlez de quoi? en fait ils ont utilisé une pelle, une pioche pour le déterrer. Enfin, Et Pardonnez-moi encore une fois. oui. Quand on sait qu'un cadavre est enterré depuis 6 ans, on prend certaines précautions lorsque son métier, c'est gendarme. Je suppose que ce sont des personnes qualifiées qui sont venues déterrer le corps d'Ismaël. Oh. Ou alors, c'est les gendarmes du coin qui sont venus avec leur pelle et leur pioche et vas-y gaiement. Je ne peux pas croire à ça. Si, c'est ça. C'est ce qui s'est passé? Avant que les spécialistes interviennent, l'anthropologue et ceux qui sont amenés à faire ce type de fouilles, ce sont les gendarmes qui se sont permis, effectivement, de venir sur ce terrain et de creuser. C'est comme saccager une scène de crime. Mais ils ont tout saccagé. Et ma question est pourquoi ils ont pris les devants, encore une fois, pour Déterrer le corps Pour de déterrer quelqu'un le corps. qui, possiblement, a pu être assassiné. Oui, Je veux dire, tous les 2-3 jours, si on lit bien la presse nationale, en tout cas la presse même locale, des fêtes qui finissent mal parce que ça a un peu picolé, ça a un peu fumé, et puis ça a pris 2-3 substances, et ça finit en bagarre avec des morts. On en a tous les 2-3 jours Oui, en bien France. sûr. Donc il a très bien pu arriver à Ismaël ce type de mésaventure. Mais à aucun moment, ce qui m'étonne dans votre affaire, c'est que les gardes à vue n'ont pas été de 48 heures, voire de 72 heures. non, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Ils ont été en garde à vue, ils sont ressortis aussi vite qu'ils sont rentrés. C'est-à-dire des 2 heures, 3 heures de garde à vue, Oui, en ayant caché le cadavre d'un jeune homme pendant 1 semaine sous un lit et plusieurs mois dans un jardin. oui. Mais vous, ça devait être hallucinant pour vous d'entendre tout ça. Hallucinant, et surtout, c'est dénigrant. C'est dénigrant. De savoir qu'on met une personne en garde à vue et qui a droit de l'alcool. Moi, pour moi, quelqu'un qui est alcoolisé, ses aveux ne valent rien. Je veux dire, quand on est alcoolisé et que vous êtes placé en garde à vue, on vous met déjà en cellule de dégrisement. Par la suite, vous faites interroger. Là, on nous a pris vraiment pour des moins que rien. On s'est foutu de nous depuis le début. Et je pense que justement cette institution auquel on a affaire nous a pris pour des gens sans doute parce qu'on n'est peut-être pas dans la même classe sociale, parce qu'on est peut-être des gens issus de l'immigration, peut-être que parce qu'on est des gens voilà, où on n'a pas un statut comme les leurs, ils se sont dit... C'est quoi ne pas avoir un statut comme les leurs? C'est Notable, s'appelait des gens, Abdelkader? oui, s'appelait Abdelkader. Voilà, c'est tout à fait ça. Il faut pas oublier qu'en Alsace, que l'Alsace est connue aussi pour son racisme. Donc, Et lorsque vous dites que vous n'êtes pas notable, vous êtes une famille middle class. En tout cas, vous êtes une Oui. famille modeste. oui, Mais comme chaque citoyen ou chaque citoyenne, vous avez le droit à la loi. mais bien sûr, Voilà. la loi doit être équitable pour tous. On est tous égaux.
On est tous des citoyens, quelles que soient effectivement nos origines ou notre provenance. Sauf que ça n'a pas été le cas pour nous. Je pense que on s'est dit, le Maghrébin est venu vendre de la cocaïne ou du shit à nos petits enfants du village. Il a mérité ce qu'il méritait. De toute façon, voilà, il n'y a rien à faire pour lui. Moi, je vois les choses comme ça. Sauf que l'enquête ne révèle pas exactement, en tout cas, ne révèle pas cette histoire-là. Elle n'en révèle pas une autre plus qu'une autre. Oui. Et en tout cas, cette version-là, elle n'est appuyée d'aucun élément. Donc, je veux dire, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, sauf les trois qui étaient là ce soir-là Oui, les et qui trois. ont caché Le corps. le corps. Alors après, vous m'avez dit quelque chose de... et on va venir à la conclusion parce que l'enquête a été réouverte. Mais vous me dites que le Émilien, là, s'est vanté plusieurs fois, lorsqu'il était ivre, que le corps était caché dans son jardin et que personne n'a rien dit. Non, personne. Personne n'a osé effectivement déclarer les faits. Ou il y a des personnes qui l'ont quand même, qui l'ont quand même dit. Mais les gendarmes eux-mêmes savaient qu'Ismaël était dans ce jardin-là. Mais vous pensez que les... en fait, on se disait, lui, il picole souvent, il raconte n'importe quoi, ou on croyait pas, on pensait qu'il racontait des sornettes, ou... Je pense que quand la rumeur a été établie, je pense pas qu'ils l'ont pas pris en compte. Ils savaient que ce corps était dans cette maison-là, mais personne n'a osé engager une vraie procédure. Pourquoi? Parce que le grand-père était gendarme? Oui, bien sûr. Le grand-père était ancien gendarme. Son épouse fait partie de la municipalité, de la mairie, du conseil municipal. Ils ont le bras long. Ils ont le bras long. Bon, en tout cas, force est de reconnaître que justice ne vous a pas été rendue. Et surtout, n'a pas été rendue à Ismaël. Oui. Aujourd'hui, l'enquête est réouverte. Oui. Qu'est-ce qui a déclenché la réouverture de cette enquête? Bah, comme pour habitude, hein, c'est moi qui ai apporté des nouveaux éléments. Donc c'est ce que je fais à chaque fois, même si on me met effectivement des non-lieux ou pas assez de preuves. Donc Vous fournissez de nouveaux actes avec oui, votre des nouveaux avocat. témoignages, des nouveaux éléments. Donc je suis enquêtrice, je suis détective. Je suis gendarme, je suis policière, je suis la petite sœur, je suis voilà, je suis beaucoup de choses. Ouais. Et voilà, donc c'est vrai que ça prend du temps, ça prend énormément de place dans ma vie, mais c'est pour la bonne cause. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, plus vous me dites non, et plus j'en apporterai. Qu'attendez-vous aujourd'hui, Myriam, en fait? C'est la vérité. Oui, c'est tout ce que nous souhaitons. On veut une vérité. On veut savoir pourquoi il a été tué, pour quelles raisons, comment, avec qui, où ça s'est déroulé. On veut pouvoir tourner cette page et surtout faire un deuil. Nous n'avons pas fait le deuil d'Ismaël, puisque nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé. Et nous souhaitons une justice équitable, neutre, sans comment dire, qu'elle fasse son travail, qu'elle Sans s'investisse. passe-droit. Sans passe-droit, voilà. C'est aujourd'hui ce que je souhaite à ma famille, et c'est ce qui est le plus difficile. Il n'y a jamais eu d'investigation pour Ismaël, à part des photocopies qu'on nous envoie pour nous dire qu'il y a des non-lieux. Aujourd'hui, on n'a jamais rien bénéficié de la justice. Votre conviction, et je l'ai entendu, c'est que votre frère a été assassiné. Oui, Ouais. oui, il a été assassiné. Donc j'imagine effectivement que cette soirée s'est mal déroulée.
Oui, qui s'est fait effectivement tuer. Il faut savoir qu'on lui a volé ses effets personnels, hein, c'est bien. On a revendu son téléphone pour 30 euros. Emilien a mis ses baskets. On s'est approprié ses habits. Je veux dire, il y a plein de choses qui n'a pas interpellé à l'époque cette juge d'instruction. Je ne sais pas si pour elle c'est normal de piquer des fringues d'un mort ou d'aller vendre les effets personnels d'un mort. Il y a tellement de choses qui ont mal été faites que aujourd'hui, je ne veux pas dire que je ne crois pas en la justice, parce que des bons et des mauvais, il y en a partout. Oui. Mais avec ce qu'on a vécu, la confiance, c'est dur. C'est ébranlé. Voilà, c'est Mais dur. moi, j'ai une question à vous poser, à vous qui nous regardez. Est-ce que cacher un corps sous un lit, le cacher ensuite dans un jardin, en le transportant dans une brouette, Brouette. et puis enterrer ce corps à 60 centimètres sous terre, est-ce là l'attitude de personnes qui n'ont rien à se reprocher? C'est juste ce que je me demande. Parce que si, lors d'une soirée où l'on consomme de la drogue, l'un des jeunes qui est là fait un malaise, on appelle les secours, on fait quelque chose, on l'emmène dans une voiture et on le dépose si on n'a pas envie en plus d'être mouillé, hein, et comme ils disent aujourd'hui, d'être dans la sauce, on dépose celui qui fait le malaise. Là, tout ressemble à une soirée qui a mal tourné. Oui. Et c'est pour cela que je me demande, et que nous demandons, et que la famille de Myriam aujourd'hui se demande, comment ces 3 personnes qui ont assisté à cette soirée n'ont-elles pas été au moins inculpées pour recel de cadavres, et pourquoi les investigations n'ont pas été poussées plus loin afin de savoir si il n'y avait pas, à travers ce squelette qui aurait peut-être pu parler un peu plus, pourquoi les investigations n'ont pas été poussées plus loin, et pourquoi la thèse de l'assassinat n'a pas été un peu plus creusée. C'est la question que nous posons aujourd'hui grâce au témoignage de Myriam, qui bien évidemment, vous l'avez compris, ne lâchera rien, continuera avec son avocat à produire des actes pour éviter que le dossier se referme, parce que c'est comme ça que aujourd'hui beaucoup de familles agissent, pour éviter le non-lieu, pour éviter que le juge referme ces dossiers. On produit des actes nouveaux, des témoignages nouveaux. On essaie de se battre, mais pour une chose, une seule chose pour cette famille, c'est de ne pas oublier Ismaël, qui à 24 ans a perdu la vie dans des circonstances plus que suspectes. Vous voulez rajouter quelque chose, Myriam ? Oui, je tiens effectivement aussi dans cette histoire. Donc, nous allons attendre. Nous avons effectivement le juge d'instruction qui nous fera part de ces informations ce premier semestre 2026. Donc, nous sommes dans l'attente de ce qui va effectivement nous apporter. C'est quand même un moment pour nous très, très stressant, très angoissant. En dehors de ça, nous espérons qu'effectivement que toutes ces personnes qui ont été impliquées de loin ou de près, même les grands-parents, il reste la grand-mère aujourd'hui, qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle soit condamnée elle aussi, puisque c'est sa propriété privée. Elle ne pouvait pas nier que le corps d'Ismaël était chez elle à la maison, puisque un cadavre, ça se ressent. Et je tiens aussi à remercier donc vous de m'avoir fait participer à cette émission. Remercier surtout notre avocat qui nous soutient depuis maintenant. Vous pouvez le nommer, hein. Oui, monsieur Maître Thomas Ellenbrandt. Donc un grand merci à lui pour son soutien depuis toutes ces années-là. Donc
qui ne lâche pas. Beaucoup m'auraient déjà lâché, mais lui, il a toujours eu cette conviction que c'était un meurtre. Depuis le premier jour où je lui ai ramené ce petit papier de journal. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui nous soutiennent sur les réseaux et l'association Indecia aussi, avec qui nous avons partagé énormément ces derniers temps. Et nous espérons effectivement avoir une vérité. C'est pas des condamnations qu'on attend, nous. C'est vraiment la vérité. Ce qu'on souhaite, c'est la vérité. Oui. Un jeune homme de 24 ans, en 2006, a perdu donc la vie dans des conditions plus que suspectes. Bien évidemment que la vérité, nous la devons à la famille. Et nous, ici, avec Black Track, qui contribue vraiment à nous aider dans... ces dossiers de disparition, Black Track, que vous pouvez retrouver sur le net. Vous cherchez Black Track, qui est une plateforme aujourd'hui qui réunit toutes les familles dont un être cher est disparu ou dont l'un des membres a été assassiné et qui reste un meurtre non élucidé. Black Track, à travers différents pays d'Europe et même outre-Atlantique, est présent. Vous pouvez vous inscrire sur Black Track parce que c'est une grande communauté de familles en souffrance qui peut à un moment s'entraider. Et puis même si vous n'êtes pas dans le cas de ces familles, Black Track vous permet de témoigner si vous avez été vous là à un moment et de témoigner anonymement. Parce que vous le savez, dans toutes ces histoires de disparition et toutes ces histoires de meurtres non élucidés, aujourd'hui, vous pouvez témoigner anonymement, car de l'aveu de plusieurs policiers, souvent, des personnes qui ont vu ou qui savent des choses ne veulent pas témoigner de peur d'être embringués dans l'histoire. Or, vous pouvez témoigner aujourd'hui anonymement si vous avez un indice, si vous connaissez quelque chose, si vous avez été témoin de quelque chose. Donc, n'hésitez pas. Et sur Black Track, vous pouvez les rejoindre quand vous en avez envie. Et on les remercie bien évidemment, car Myriam est venue aujourd'hui grâce à Black Track. Oui, bien remercie aussi. Merci pour Merci, votre témoignage. Merci d'être venu partager de votre temps avec nous. Merci à vous. On vous souhaite bien évidemment tout le courage qu'il vous faut. Oui. Mais vous en avez, je le Oui. sens. Vous avez ce courage de mener ce combat pour Ismaël. Et puis, vous savez qu'ici, on relayera toujours votre parole et que on contribuera comme on le peut à vous aider à mener ce combat. En tout cas, j'espère que ce témoignage sera tombé dans les oreilles, dans les bonnes oreilles, et que peut-être on va mettre un peu plus d'efforts dans la quête de la vérité pour que ce jeune homme, enfin, et sa famille aient le droit à une justice équitable. Voilà, c'est notre conviction à nous ici, que l'on partage avec la famille, vous vous en doutez bien. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Olivier Delacroix officiel. N'hésitez pas à nous suivre aussi tous les soirs de la semaine sur Twitch et sur TikTok, puisque nous sommes là tous les soirs de 20h à 23h en direct. On échange, on parle de tout un tas de thématiques qui animent notre société. On parle de vous, c'est sur Twitch et sur TikTok. Vous voyez, on est un peu présent partout. Donc, abonnez-vous. Merci, Myriam, Merci à vous. et à bientôt.